Bonjour, je suis Pierre Lemonnery, je suis chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du coude à Paris. Et dans cette présentation, nous allons aborder le sujet délicat des ruptures totales et partielles du tendon distal du biceps. Alors comme vous le savez, la rupture du biceps distal survient lors d'une contraction excentrique du biceps sur un coude semi-fléchi. Alors toutefois, on parle de rupture du tendon du biceps, comme s'il s'agissait d'un tendon unique. Or, en réalité, le biceps compte deux chefs musculaires qui vont donner deux tendons distaux, un court et un long. Il est d'abord primordial de connaître la vascularisation de ces deux tendons, car c'est un enjeu pour mieux comprendre les ruptures du biceps distal. Et cette vascularisation, elle est principalement assurée par l'artère brachiale et l'artère interosseuse postérieure récurrente. Au total, 3 zones vasculaires du biceps distal existent. La zone proximale vascularisée par l'artère brachiale, la zone distale vascularisée par l'interosseuse postérieure récurrente et la zone moyenne qui est la zone critique et qui reçoit la vascularisation des deux principales artères mais qui finalement n'a pas de vascularisation spécifique. En cas de souffrance vasculaire, c'est bien cette zone critique qui sera principalement touchée par l'ischémie et donc par le risque de rupture. Alors, les ruptures complètes du tendon distal du biceps, elles sont rares. Elles représentent 3 à 5% de l'ensemble des ruptures tendineuses périphériques, ce qui correspond à 3,5 à 4,5 cas pour 100 000 personnes par an. Et les ruptures bilatérales sont relativement rares elles aussi, car elles concernent entre 5 et 10% des cas. Il y a beaucoup de facteurs de risque de rupture distale du biceps décrits dans la littérature, et souvent ces risques sont combinés. C'est pas parce qu'il y en a un qu'il ne faut pas aller chercher les autres, bien entendu. Ça fonctionne d'ailleurs pour toutes les lésions en orthopédie. Si on revient sur les principaux, il y a par exemple le conflit radio-ulnaire proximal. Lorsque vous faites une supination, vous ouvrez votre espace radio-ulnaire proximal. Et lorsque vous faites une pronation, vous faites entrer la tuberosité contre l'ulna. Et vous allez donc fermer l'espace radio-ulnaire de 50%. Et en plus de ça, on sait maintenant que l'ulna fait une légère abduction lors de la pronation, ce qui va réduire encore plus l'espace radio-ulnaire. Dans ce contexte, la pronation répétée peut faire le lit d'une rupture du biceps distal. C'est une rupture aiguë sur une lésion chronique. La présence de spurs également, très fréquemment retrouvée au niveau de la tuberosité du biceps, peut aggraver la situation. Et on sait qu'environ 30 à 40% des patients ayant une rupture complète du tendon distal du biceps présentent des antécédents de blessures ou de tendinopathie chronique du tendon distal du biceps. Les antécédents de tendinite, les tendinopathies chroniques, les micro-traumatismes répétés représentent des facteurs de risque importants de rupture du tendon distal du biceps liés à une altération dégénérative tendineuse. Mais lorsqu'on parle de facteurs de risque de rupture distale du biceps, il faut surtout aller chercher les facteurs de risque épidémiologiques. Et l'un des principaux facteurs de risque, c'est l'âge. Les ruptures complètes du tendon distal du biceps sont fréquentes chez les individus âgés entre 35 et 65 ans, avec une moyenne d'âge de 46 ans au moment de la rupture. On rapporte que près de 60% des ruptures surviennent chez des personnes de plus de 40 ans. Cette augmentation de la prévalence avec l'âge pourrait s'expliquer par la dégénérescence des tendons qui cause une perte d'élasticité et une diminution de la résistance aux contraintes mécaniques. Et puis l'altération progressive de la vascularisation du tendon à partir de la 4e décennie contribue également à augmenter la susceptibilité à la rupture tendineuse. Également, il faut noter qu'entre 20 et 60% des patients ayant une rupture du tendon distal du biceps ont un IMC qui est supérieur ou égal à 30. Nous savons que l'obésité est associée à une diminution de la réponse immunitaire lors d'une blessure tendineuse et une réduction de la capacité à réparer les lésions tissulaires. Il faut également noter qu'un indice de masse corporelle élevé dû à une masse musculaire plus importante, donc pas de l'obésité, entraîne également une charge accrue sur le tendon et pourrait également donc favoriser la rupture du tendon distal du biceps. L'autre facteur de risque bien connu, c'est le tabagisme. Le tabagisme augmente lui aussi le risque de rupture distale du biceps de 2 à 3 fois. Le tabagisme concerne entre 30 et 40% des cas de rupture distale du biceps. Et le tabagisme favorise la dégradation du collagène et altère la vascularisation du tendon, ce qui peut compromettre la réparation tissulaire après des microtraumatismes et augmenter donc la susceptibilité aux lésions. Et puis on n'oubliera pas, ça concerne beaucoup moins de monde, mais ça concerne un peu le monde sportif malheureusement, on n'oubliera pas les stéroïdes anabolisants, qui augmentent la masse musculaire beaucoup plus rapidement que la résistance tendineuse et qui créent également donc
par ce biais un déséquilibre mécanique. Il altère aussi la structure du collagène dans le tendon, rendant le tendon plus rigide et fragile, et donc plus sujet aux ruptures. Mais ce tendon qui rompt, à quoi il correspond localement, anatomiquement? Comme nous l'avons dit, il est constitué de 2 tendons, ce tendon du biceps. 2 tendons provenant de 2 chefs courts, mais surtout il faut noter que le chef court s'insère plus distalement et plus postérieurement que le chef long du biceps. Ce chef court a donc une action significativement plus importante que le chef long en termes de flexion et de supination. Et pour ce qui est du diagnostic de rupture complète du tendon distal du biceps, à mon sens, il faut aller au plus simple. Il n'y a pas 1000 tests à faire. Il y en a un. Il s'appelle le Hook test. Ce test a une sensibilité de 100%. Ce test est effectué avec l'épaule en abduction, le coude fléchi à 90 degrés, l'avant-bras en supination, et l'examinateur utilise son index pour venir crocheter le bord latéral du tendon distal du biceps. Si le tendon est intact, l'index s'insère facilement sous le tendon, à environ 1 cm du pli du coude, et va venir crocheter le tendon. En cas de rupture complète, le tendon n'est plus crochetable et le test devient donc positif. Dans ce cas, vous pourrez également trouver de manière inconstante un reverse Popeye avec une rétraction proximale du biceps, un hématome au pli du coude, etc., etc. Mais ça, ce sont des signes qui sont beaucoup plus inconstants. Par contre, attention, parce qu'en cas de rupture partielle, notamment du chef court, le Hook test va avoir une sensibilité et une spécificité qui vont s'effondrer pour le diagnostic de rupture partielle, parce que vous allez arriver à crocheter le tendon long. Vous pouvez alors réaliser ce qu'on appelle le provocative biceps test, qui a une sensibilité par contre qui est beaucoup plus limitée. Pour réaliser ce test, vous faites alors une flexion contre-résistance du coude en supination, puis une flexion contre-résistance du coude en pronation, et vous devez donc observer une douleur augmentée lorsqu'on passe en pronation. Cependant, ce test est très limité, et ce qui va vraiment faire le diagnostic, c'est l'IRM. L'IRM a donc un rôle fondamental pour ne pas rater les diagnostics de rupture partielle du biceps et venir confirmer également les ruptures complètes de ce dernier. La précision de l'IRM, elle varie beaucoup entre les études, mais elle est de l'ordre de 87% pour diagnostiquer les ruptures complètes de biceps. Elle est supérieure à celle de l'échographie qui atteint seulement 45%. Et je ne recommande absolument pas l'échographie pour les ruptures totales et partielle de biceps. Dans une étude cadavérique, Tomizuka et ses collègues avaient montré qu'une déchirure partielle dépassant 75% du tendon dans sa globalité entraînait une perte importante de supination. Et actuellement, le consensus est de recommander une intervention chirurgicale pour toutes les déchirures dépassant 50% du tendon, avec donc un débridement et une réparation avec ou sans libération du tendon initial. Pour ma part, je réalise une libération complète du tendon, puis une réinsertion. Bauer et ses collègues ont d'ailleurs montré que les patients avec une déchirure de plus de 50% du tendon, traités de manière conservative, étaient 3 fois plus susceptibles de devoir finalement être opérés, sans différence notable si cette intervention était précoce ou différée. Et enfin, les papiers récents montrent que les patients ayant des exigences physiques élevées, donc nos sportifs, étaient significativement plus satisfaits des résultats chirurgicaux. Donc, pour ma part, un patient qui a une rupture partielle, je l'opère. Je l'opère, je libère le tendon et je le refixe. Cette notion de 50% est une notion très théorique. Il est impossible de dire si le tendon est rompu sur 50 ou 75%. C'est de la théorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la rupture est partielle, si le patient n'est pas un sportif de haut niveau, vous pouvez toujours le faire attendre, vous l'opérerez secondairement, et il faut l'informer qu'il y a quand même de grandes chances que vous l'opériez, et que vous pouvez l'opérer en différé, ce n'est pas grave, mais pour un patient de haut niveau, il peut passer ses compétitions s'il y a des compétitions à court terme, mais par contre, il va falloir l'opérer parce que vous obtiendrez de meilleurs résultats à court terme. Ainsi, le traitement chirurgical du biceps distal, la méthode de fixation de référence, c'est dorénavant l'endobouton. Il n'y a plus trop de discussions là-dessus, même si elles sont toujours animées par des papiers vantant l'encre. Globalement, l'endobouton maintenant est devenu le traitement des références. Le principe de la fixation est simple. Il s'agit de réaliser un méchage large sur la corticale antérieure, puis un méchage fin sur la corticale postérieure. Puis le tendon sera suturé par un fil et ce dernier sera ensuite passé dans l'endobouton. Cet endobouton sera passé à travers les 2 corticales pour créer une véritable ténodèse puisque le tendon est enfoui dans le radius. On parle de fixation
inlay. Certains rajoutent une vis d'interférence, cependant son intérêt est fortement débattu et pour moi, elle n'a absolument aucun intérêt clinique. L'inconvénient de placer un endobouton sur la corticale postérieure, c'est que cet endobouton passe très près du nerf interosseux postérieur qui est au contact de la corticale postérieure et qui peut donc être écrasé par l'endobouton. Raison pour laquelle certains auteurs ont proposé de placer l'endobouton en endomédulaire. La corticale antérieure étant plus fine que la corticale postérieure, le risque d'arrachement de la corticale antérieure est augmenté en cas de traction excessive sur l'endobouton. Pour ma part, je préfère un endobouton filaire plutôt qu'un endobouton métallique pour justement prévenir de ce risque d'avulsion osseuse. C'est, il me semble, le compromis idéal parce qu'il prévient, à mon sens, le risque de compression du nerf interosseux postérieur, puisqu'on ne passe pas la deuxième corticale postérieure, et il permet également un positionnement très anatomique du tendon, et il prévient peut-être l'avulsion osseuse. L'autre point positif également, c'est qu'on ne fait pas de grands trous dans la corticale antérieure, donc il y a moins de débris osseux, moins de risque d'ossification hétérotropique. C'est une fixation qu'on dit onlay. À noter que certains auteurs défendent également la suture endomédulaire séparée des deux tendons, donc par un endobouton pour chaque tendon, un chef court, un chef long. Ça-ci permet de réinsérer les tendons de manière encore plus anatomique sur la tubérosité bicipitale. Toutefois, là aussi, l'intérêt clinique de ce double endobouton est très débattu dans la littérature et pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt à part celui de perdre du temps au bloc opératoire. Et puis finalement, il reste la technique classique de l'encre simple, qui biomécaniquement résiste très bien à l'arrachement du biceps. Elle a des caractéristiques biomécaniques excellentes, mais elle résiste quand même beaucoup moins bien que l'endobouton. Et donc l'encre, à mon sens, ne peut pas convenir à tous les profils de patients, et notamment aux patients qui réalisent des exercices de force régulièrement et qui souhaitent une rééducation immédiate et un retour très anticipé au sport. Donc pour les patients quand même avec un haut niveau fonctionnel, l'endobouton me semble être l'option de choix. Et donc il faut savoir que la rupture du tendon distal du biceps entraîne une diminution significative de la force et de l'endurance en supination de respectivement 40 et 79%. La force et l'endurance de la flexion du coude sont également réduites de 30% après une rupture du tendon distal du biceps. Par conséquent, le traitement non chirurgical ne pourra être envisagé que pour les patients présentant de faibles exigences fonctionnelles ou parce que parfois c'est les mêmes patients, un risque accru de complications comme par exemple l'obésité ou un délai largement supérieur à 4 semaines par rapport à la lésion. La réparation chirurgicale précoce, elle doit donc être privilégiée pour restaurer efficacement la fonction du biceps. Dans ma pratique, je ne respecte pas du tout la limite des 4 semaines pour fixer un biceps distal, tout en restant raisonnable sur les délais. Il est pour moi tout à fait licite de réinsérer un biceps au-delà de 4 semaines. Il faudra toutefois par contre expliquer aux patients qu'il y a un risque augmenté de complications mineures, dont la plupart sont liées à la voie d'abord ou à l'hématome post-opératoire avec des paresthésies transitoires. Mais pour moi, le bénéfice d'une réinsertion jusqu'au 2e mois prime sur le risque. Au-delà du 2e mois, il s'agira de cas par cas en fonction de la demande du patient, de là où se situe le tendon, du niveau de dégradation du tendon. Mais si vous décidez d'opérer votre patient, je vous recommande la technique minimale invasive simple. Vous prenez comme repère 3 travers de doigts en distalité du pli du coude. Vous verrez que vous êtes très rarement trop distal. Vous incisez longitudinalement ou horizontalement sur 3 cm. Puis vous faites une dissection en réclinant quasi exclusivement à l'aide d'écarteurs de Farabeuf. Vous êtes toujours normalement dans les plans intermusculaires. Vous veillez à ne pas trop tracter sur les écarteurs afin de ne pas comprimer le nerf cutané latéral de l'avant-bras. Puis lors de la dissection autour de la tubérosité, il faudra prendre garde de ne pas tracter sur le nerf médian, qui est beaucoup plus près de la tubérosité que vous ne le pensez. Évitez les Homan également, parce que vous créez une contrainte très forte sur les tissus mous et vous pouvez aller soit à la face postérieure lorsque vous crochetez la tubérosité, vous pouvez aller sur le bord latéral comprimer le nerf interosseux postérieur et sur le bord médial, aller venir comprimer également le nerf médian. Par cette même voie, il s'agira donc après d'aller chercher le tendon du biceps brachial. Si ce tendon est trop rétracté, une deuxième incision à 2 travers de doigts au-dessus du pli du coude vous permettra de le récupérer et vous le referez passer comme sous un tunnel, sous la peau
au niveau du site de fixation souhaité. Et puis ensuite, vous le fixerez par les moyens que nous avons détaillés sur un coude qui doit être en flexion, bien sûr, pour bien s'assurer que le tendon est bien collé à l'os. Puis ensuite, vous pourrez le remettre en extension. Concernant le post-opératoire, je préconise l'absence totale d'immobilisation pour une rééducation immédiate. Je préconise également l'auto-rééducation qui permet d'excellents résultats dans les ruptures distales de biceps. Certains préfèrent une immobilisation de 2 semaines, c'est décrit largement dans la littérature aussi. Le risque, toutefois, de re-rupture, il est très faible, c'est-à-dire qu'il est entre 0 et 1,5% selon les grandes séries. Donc pour moi, l'enjeu, il est bien davantage de la récupération d'une autonomie à très très court terme, mais également d'une récupération d'une force et d'une endurance, que de prévenir vraiment le risque de re-rupture qui est surtout théorique et qui est lié souvent à un problème technique, c'est-à-dire une mauvaise suture tendineuse. Donc pour cela, la mobilisation active, elle est à privilégier par rapport à la mobilisation passive. Et ce, dès le début, selon moi, pour permettre un résultat optimal. Selon les études récentes, l'usage d'un endobouton peut autoriser le port d'un poids de 20 kg. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de mettre 20 kg au bout du bras à J1 d'un patient, ça c'est évident. Pour ma part, je n'autorise pas ou peu de poids durant les 3 premières semaines post-opératoires, puis j'encourage ensuite une remise en charge progressive pour aller jusqu'à 7 kg à la 6e semaine post-opératoire. Passé la 6e semaine, je ne donne plus aucune limite de poids. L'augmentation des charges doit par contre rester toujours progressive. L'objectif est simple pour mes patients, c'est l'obtention de mobilité complète à 3 semaines post-opératoires et une reprise des sports simples avec peu de contraintes sur le biceps à 6 semaines, typiquement le vélo, la natation, etc. Et la récupération de performances identiques à avant la rupture au 6e mois. Donc au 6e mois, le patient doit pouvoir porter les mêmes charges qu'il portait avant. Ça, c'est l'objectif. Selon les données issues des méta-analyses récentes, le taux de retour au sport, il est de 95%. Mais seulement 82% des athlètes retrouvent leur niveau initial. La récupération de la force isométrique en flexion et supination après réparation du tendon distal du biceps atteint 92 à 96% dans la population générale. Cependant, 66% des powerlifters retrouvent leur niveau initial ou supérieur. La rupture du tendon distal du biceps, c'est une rupture souvent de fin de carrière professionnelle avec une difficulté importante pour revenir à son niveau initial, et ça signe souvent quand même la fin d'une carrière au top niveau. Il est donc extrêmement important de tout mettre en place pour une récupération rapide et optimale, plutôt que de penser au risque de re-rupture qui est très théorique. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette présentation, et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube Ortho Livestream. Merci, à bientôt.